Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour imaginer un scénario qui serait idéal pour le PSG cet été. Installe-toi, c'est parti pour le mercato parfait, bienvenue. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on fera un point sur les prolongations de contrat. Ensuite, on envisagera des ventes pour fixer un budget capable de répondre aux besoins que l'on va identifier et recruter pour étoffer. Allez, on commence avec les prolongations de contrat que j'ai mis en premier car pour moi, lorsque tu abordes une période de mercato, les prolongations ne doivent pas être un problème à résoudre dans l'urgence. Or, au PSG, c'est le cas, à moins que Leonardo ne veuille prolonger personne. Mais pour le coup, c'est le cas. Les prolongations doivent être gérées en amont et être différenciées du mercato de ton club. Malheureusement, au PSG, ce n'est pas le cas. Alors faisons un point sur un dossier qui est censé être bouclé depuis 6 mois. Thomas Meunier et Kurzawa partiront. Pas besoin d'apporter un avis, leurs départs sont actés. Et au vu de leur rapport cette saison, on peut avoir des regrets sur le fait d'avoir fait de l'argent sur les jeunes l'été dernier et pas sur Meunier ou même Kurzawa qui avaient de belles cotes. Aujourd'hui, ils partent libres. On leur souhaite le meilleur et de rebondir dans un bon club, mais le PSG ne tirera rien de leur départ. Juste pour revenir sur l'été dernier, j'ai de gros regrets vis-à-vis de Raphaël Guerreiro, qui était proche de nous rejoindre pour 15 millions d'euros. L'affaire était très belle, mais depuis, le latéral gauche portugais a prolongé avec Dortmund. Kurzawa est certes revenu en force avec des prestations satisfaisantes et une prestation surprenante dans le bon sens du terme contre Dortmund, mais il va nous quitter et le PSG va être obligé de recruter. Pour Thiago Silva, la situation est aussi claire. L'ère Thiago Silva est terminée, place au règne du marquis. En effet, même si en Ligue 1, Silva est toujours aussi impressionnant dans l'anticipation, dans la propreté de ses interventions et dans la précision de ses relances, son âge est avancé et 3 facteurs sont entrés en jeu cet hiver. D'abord, il n'a pas répondu présent contre Dortmund à l'aller, avec une position bien trop reculée qui a nourri les interrogations quant à sa capacité à répondre présent dans les grands matchs et tirer son équipe vers le haut. Ensuite, il s'est blessé, ce qui n'est pas anodin vu son âge avancé qui commence à traduire une forme d'irrégularité. Et enfin, le PSG a prouvé qu'il était capable de gagner sans lui, avec une charnière Marquinhos-Kimpembe qui a anéanti l'attaque allemande comme elle l'a fait il y a 3 ans contre le Barça au match aller. Donc Thiago Silva, je ne prolonge pas. Marquinhos attend patiemment depuis un certain temps, mais désormais il faut lui laisser le brassard de capitaine et les responsabilités qui vont avec. Qu'on le veuille ou non, Thiago Silva représente malgré lui les échecs du PSG. Mais dans tous les cas, son passage est dans l'histoire du club à jamais. Même si dans les grands matchs, il n'a pas toujours dégagé la sérénité qu'un leader est censé dégager, il aime le club et a toujours tout donné pour lui. On lui doit le respect et une belle cérémonie d'adieu au Parc des Princes si la situation sanitaire le permet. Il le mérite. Il faut savoir tourner la page tout en respectant un joueur qui restera dans l'histoire. On ne peut que lui souhaiter un exploit en Ligue des Champions pour sa dernière saison. Allez, on va passer à un joueur tout aussi emblématique, le meilleur buteur de l'histoire du club. Cavani ne prolongera pas. Leonardo l'a annoncé, donc pas grand chose à dire à part tout le respect que l'on a pour lui. Perso, si Cavani avait accepté de baisser son salaire et d'être numéro 2 dans la hiérarchie, je l'aurais prolongé. Mais on ne peut pas revenir sur cette décision. Maintenant, le Matador doit partir par la grande porte, avec un gros parcours en Ligue des Champions cet été. Et on peut aussi espérer une grande cérémonie au Parc des Princes avec les supporters pour dire au revoir au Matador, qui au-delà de ses qualités de footballeur, a marqué l'histoire du club à jamais grâce à un état d'esprit très singulier. Bon vent Cavani, on te souhaite le meilleur et merci pour tout, légende à jamais dans nos cœurs. Il est tout aussi apprécié, mais pas pour ses performances, et il ne marquera jamais l'histoire comme Cavani l'a fait. Je parle bien évidemment de Choupo-Moting. L'attaquant camerounais ne prolongera pas, RMC l'a annoncé. Bien sûr, il est mignon, apporte beaucoup à l'ambiance du vestiaire, mais son rôle est très clair, jouer les coupes et les matchs sans enjeu. En gros, c'est le numéro 3 dans la hiérarchie. Il accepte ce rôle, c'est bien, mais si on regarde, plutôt que de le donner à un attaquant de 31 ans, ce rôle peut être joué par un jeune du centre de formation. Et ici, je pense bien évidemment à Arnaud Kalimuendo. Donc, ne pas prolonger Choupo-Moting me semble être la bonne solution. Je signe Kalimuendo pour une 15aine de matchs dans la saison. Ce rôle me semble parfait pour un jeune du centre de formation. Puissant, rapide, explosif et très bon finisseur, Kalimuendo a terminé sa croissance et c'est tant mieux. Il a les épaules pour ce rôle. Et on va terminer avec les dossiers les plus chauds. Ici, on ne parle pas de prolongation, mais de signature. Aouchiche et Tanguy Kouassi doivent signer avec nous. Difficile de se trouver en position de force dans les négociations avec Aouchiche,
puisqu'il n'a pas eu un temps de jeu assez conséquent avec les pros, barré par un Draxler qui préfère marcher quand il est sur le terrain. C'est assez frustrant, mais plus tard dans la vidéo, on reviendra sur le cas Draxler qui a clairement barré Aouchiche cette saison. Si l'Allemand part, Aouchiche peut entrer dans la rotation et jouer 20 à 25 matchs par saison, ce qui lui suffit amplement à son âge pour se montrer à son avantage. C'est un crack à qui il faut au moins laisser une chance, mais compliqué de se prononcer sur l'issue de ce dossier. Bien sûr, je ferai tout pour le signer, mais ça ne fait pas tout, croisons les doigts. En revanche, s'il y en a un qui a des garanties grâce aux 905 minutes jouées cette saison en pro et que l'on peut juger, c'est Kwasi. Faire ce qu'il fait à 18 ans, c'est exceptionnel. Déjà, il a joué avec les pros à plusieurs reprises cette saison et ses prestations ne font qu'augmenter nos regrets quant à son départ. En effet, être aussi serein au duel et aussi propre à la relance, c'est très rare à son âge. Son jeu est très propre et apporte de la fluidité au circuit de balle de l'équipe en général. En plus, on a pu constater une capacité de projection assez intéressante avec déjà quelques buts à son compteur. Sa polyvalence est aussi un atout indéniable et quoi qu'il en soit, Kwasi devait signer pro au PSG. On est en mesure de placer des espoirs en lui. Il peut avoir son importance dans le groupe dès la saison prochaine et le signer était une obligation. Malheureusement, Kwasi a décidé de partir. Il y a des regrets mais aussi une forme de colère vis-à-vis du très mauvais message que l'on fait passer à nos jeunes. Allez, on passe aux ventes pour se fixer un budget assez raisonnable. Draxler doit partir. Pour lui, pour le club, c'est la meilleure des solutions. En effet, le milieu allemand est un excellent joueur, très talentueux, mais nonchalant. Bien sûr, sa vision de jeu, son toucher de balle et ses qualités de passe sont exceptionnelles, mais il ne représente pas le PSG travailleur que Leonardo veut mettre en place. Son engagement sur le terrain n'est pas suffisant, et s'en séparer serait une étape de plus dans la volonté de se séparer de cette étiquette de club surenchérisseur qui nous colle depuis bien trop longtemps désormais. Son salaire est conséquent, plus de 7 millions d'euros par an, et ne reflète en aucun cas l'apport de Draxler dans le jeu et dans le groupe. Même s'il aime Paris et se sent bien ici, il ne peut pas prétendre à une place de titulaire alors qu'il pourrait s'éclater, relancer sa carrière et devenir un joueur important dans un projet comme celui du Hertha Berlin ou Arsenal. En plus de cela, je rappelle que si Draxler part, ce serait un argument béton dans les négociations avec Adil Aouchiche, qui serait son remplaçant dans la rotation. Maintenant, souhaiter son départ, c'est facile, l'imaginer, c'est un peu plus complexe. En effet, il sera très difficile de trouver un club qui accepterait de lui offrir ses 7 millions annuels, et il est encore plus difficile de convaincre Draxler de baisser son salaire pour partir d'un club et d'une ville où il est bien. Il faudra voir en son départ un vrai bon coup du PSG. Et puis, dernier point, sa valeur marchande. En effet, il est complètement légitime d'espérer tirer 25 à 30 millions d'euros d'une vente du milieu allemand, ce qui est très intéressant. Autre milieu qui pourrait être susceptible de partir selon moi, Ander Herrera. C'est un excellent joueur, un vrai box-to-box qui travaille dans l'ombre pour faire briller les attaquants. Un Ander Herrera régulier pourrait avoir une place de choix dans l'équipe, mais on peut revenir sur sa régularité qui lui a clairement fait défaut depuis son arrivée. Il a été à l'infirmerie pendant 130 jours et a manqué 22 matchs à cause de ses soucis physiques. Herrera n'est pas un joueur fiable, exemplaire. Oui, mais pas fiable. Et à partir de là, et son salaire de 8 millions d'euros par an, on peut se dire qu'une offre à 10-15 millions d'euros pourrait être intéressante. Ici, on est un peu dans l'utopie puisqu'aucune rumeur de départ a été relayée dans les médias. Mais si on peut le faire partir pour 10 à 15 millions d'euros, je le fais partir. En revanche, concernant Paredes, il y a eu quelques rumeurs. Sa montée en puissance est très intéressante, ses qualités apportent beaucoup à l'équipe. Certes, il n'est pas devenu indispensable, mais c'est un très bon joueur qui est intéressant dans plusieurs registres. Et même s'il est très bon aujourd'hui, je pense qu'il peut encore chercher plus loin dans ses performances. Ce n'est que mon ressenti, mais je pense qu'on peut encore être surpris par Paredes, qui peut briser un plafond de verre caché par ses bonnes performances et passer un autre palier dans son évolution au PSG. Et enfin, Alphonse Areola va revenir au PSG et il va falloir lui trouver un nouveau point de chute. En effet, il n'acceptera pas le poste de numéro 2 derrière Navas. Et bien évidemment, le PSG ne peut pas lui offrir une place de titulaire. Navas fait l'unanimité. Dans l'idéal, on peut espérer récupérer 15 millions d'euros d'une vente d'Areola, qui a la cote en Angleterre notamment. Il est dans la fleur de l'âge, sort d'une saison au Real, est champion du monde, même s'il n'a pas joué, et a tout de même un peu d'expérience au niveau européen. Tous ces facteurs ont leur importance pour gonfler le montant d'un possible transfert. Avant de conclure au niveau des ventes, j'aimerais juste faire un point concernant la masse salariale. Certes, les joueurs qui ne vont pas prolonger nous font faire des économies, mais je rappelle que les salaires de Marquinhos et Verratti ont presque doublé depuis leur prolongation, plus
les 40 millions d'euros que Mauro Icardi touchera sur ses 4 ans de contrat, et vous devez à partir de là relativiser et nuancer les prises de position pour les salaires de Cavani et Silva par exemple. Donc, les salaires des joueurs en fin de contrat et qui vont partir n'ont pas trop d'importance dans cette vidéo. Alors avec la vente de Draxler, le départ d'Areola et en comptant la possibilité d'un départ pour Herrera, on peut imaginer 45 à 50 millions d'euros rapportés par les ventes. Bien sûr, l'émir va accorder un budget en plus. Celui-ci ne sera pas démentiel, mais avec les ventes, on peut envisager 120 à 140 millions d'euros pour recruter. Même si, c'est un euphémisme, le budget reste limité. Alors avant toute chose, il faut identifier les besoins du club. D'abord, à droite de la défense, Meunier partira, et même si Kehrer et Dagba pourraient faire l'affaire, on peut se questionner sur leur niveau, mais surtout sur leur fiabilité. Kehrer a manqué 20 matchs et Dagba 27 à cause de blessures. La saison n'est pas finie, mais on peut déjà dire qu'ils ne sont pas réguliers. Il faut donc un recrutement quantitatif et qualitatif en fonction de l'investissement. À gauche, le besoin est le même. Kurzawa partira qu'on le veuille ou non, et Bernat a besoin de quelqu'un pour l'épauler, c'est certain. Il ne peut pas jouer tous les matchs d'une saison. La situation de Bakker est trop bizarre pour imaginer Tourelle faire de lui le numéro 2 à ce poste. Et Abdou Diallo, même si la solution est intéressante, ce n'est pas son poste de prédilection, et il n'est pas assez régulier pour être une solution viable et fiable. Il faut donc recruter. Maintenant, est-ce qu'il faut quelqu'un pour suppléer Bernat ou pour le concurrencer? Ici, la position de Leonardo, on la connaît. La seule piste vraiment concrète à ce poste mène à Alex Telles, qui viendrait clairement pour concurrencer Bernat. Je ne vois pas Telles venir sans l'ambition et la volonté de jouer le plus de matchs possible. En défense centrale, les départs de Silva et Kouassi devraient nous pousser à recruter. Je vais opter pour une stratégie d'opportunité. Au milieu de terrain, ce que le PSG recherche, Leonardo l'a répété à plusieurs reprises. Un grand milieu, travailleur, athlétique et capable de couvrir une zone importante sur le terrain. La largeur, pourquoi pas. Et enfin, au poste de gardien, Rico partira. Areola ne voudra pas être numéro 2 et Boulka va sûrement partir en prêt. Donc on va chercher un gardien pas cher du tout et l'âge n'aura pas trop d'importance à partir du moment où il accepte la hiérarchie et offre des garanties en cas de blessure pour Navas. Allez, on démarre avec le poste de latéral droit. Dans un premier temps, force est de constater qu'aucun nom n'est vraiment associé au PSG, mis à part Maruzic, mais c'est en lien avec Milinkovic-Savic. On peut penser à Youssef Attal, mais Nice veut le garder. Il est blessé, est plus offensif que défensif et n'a pas de référence au plus haut niveau, même si oui, il est jeune. Ricardo Pereira semble avoir le profil parfait. Il a ouvert la porte à une arrivée au PSG l'hiver dernier, mais depuis le latéral portugais s'est blessé et au-delà du fait qu'il ne sera pas disponible avant la mi-septembre, on peut vraiment se demander s'il retrouvera le niveau qu'il avait avant de se faire les croisés. En effet, Pereira a tout pour s'imposer à Paris. C'est un latéral équilibré, qui sait défendre, que ce soit par de l'anticipation, de la couverture ou dans les 1 contre 1 et au duel. Il sait aussi se projeter, offrir de la largeur à son équipe et étirer le bloc adverse, le transpercer par le dribble, une accélération ou par la passe. Et bien sûr, tout ça est bonifié par un volume de course très intéressant. Il a le coffre, les jambes et le physique. En plus de cela, il joue en première ligue. L'intensité, ça lui parle et c'est un plus pour arriver au PSG. Au niveau financier, 40 millions d'euros auraient sûrement suffi pour le faire venir. Mais 40 millions d'euros pour quelqu'un qui a les croisés, moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est non. En revanche, si Leicester accepte de baisser son prix, on peut réfléchir. Honnêtement, plus je regarde jouer Leicester, plus je me dis quel latéral extraordinaire, le mec est toujours en mouvement, il touche tellement de ballons, fait tellement de différences et défend tellement bien avec rigueur et autorité au duel. Et après avoir longuement réfléchi, eh bien j'ai tranché. Et personnellement, si Leicester accepte 20 à 25 millions d'euros maximum, je prends le risque avec Ricardo Pereira. Et si le pari est gagnant, c'est le coup de génie assuré. Maintenant, vous proposez un joueur qui a les croisés, c'est culotté. C'est un choix fort, sûrement le plus difficile de la vidéo, mais je vais tout de même vous proposer mon alternative à ce poste. En effet, Pereira est extraordinaire, complet et très équilibré. Sur ces 3 mots, selon moi, celui qui a le plus d'importance, c'est équilibré. Paris a besoin d'un latéral très discipliné qui apportera beaucoup de sécurité au dispositif. Et dans cette optique, j'ai choisi Nordi Mukiele. Jeune, mais déjà des références au plus haut niveau, polyvalent, défenseur dur sur l'homme et très solide au duel, toujours dans l'alignement, bon dans les airs, au sol, dans l'anticipation et la couverture, un apport offensif intéressant et une vision de jeu qui lui permet de se connecter avec ses partenaires. En plus de cela, il connaît la Ligue 1 et permettrait de franciser l'effectif. Il a été associé au PSG dans la presse allemande il y a un peu plus d'1 mois et on connaît tous la philosophie que Red Bull met en place à Leipzig. Pour 30 à 35 millions d'euros, l'affaire pourrait se conclure.
Et voilà pour le côté droit que je renforce avec Nordi Mukiele ou Ricardo Pereira pour moins cher que prévu. Allez, on passe à gauche, et cette fois je ne vais rien suggérer, mais analyser la tendance actuelle qui me convient parfaitement. En effet, même si le dossier semble au point mort ces derniers temps, Alex Telles est proche du PSG. Pour 25 millions d'euros, je valide totalement. Le PSG se renforcerait quantitativement et qualitativement. D'abord, Bernat, qui est titulaire, aura quelqu'un pour l'épauler. Oui, il est excellent, c'est Monsieur Ligue des Champions et sa progression depuis son arrivée à Paris est impressionnante. Mais de la concurrence ne lui ferait aucun mal. D'abord parce que ça pourrait lui permettre d'aller chercher plus loin dans ses performances, et puis s'il déçoit ou si Telles est tout simplement plus fort, eh bien le PSG aura des garanties. J'aimerais insister sur les qualités de centre chez Telles. Oui, il attaque plus qu'il ne défend, mais il sait centrer. Et pour moi, que ce soit au PSG ou dans une équipe de foot en général, le centre est un circuit de balle primordial. Or, aujourd'hui, on a Meunier, qui ne rime pas avec bon centre, Kehrer et Kurzawa ont perdu tellement de confiance qu'ils ne montent presque pas aux avant-postes, Dagba est très timoré, et Bernat, centre mais à ras de terre. Alex Telles sait centrer de n'importe où, n'importe comment et avec n'importe quelle trajectoire. Et pour moi, c'est le facteur qui fait la différence et qui pourrait faire un bien fou à Icardi par exemple. Je suis certain que pendant le coup de mou de Mauro Icardi, s'il y avait un centreur au PSG et si Neymar et Mbappé ne s'isolaient pas dans les dernières touches, eh bien, l'attaquant argentin aurait beaucoup plus marqué, j'en suis persuadé. Les buts téléguidés par le talent de Neymar ou les accélérations de Mbappé, c'est bien, mais savoir envoyer des ballons dans la boîte et apporter le danger sur les ballons fuyants, c'est tout aussi bien, surtout quand tu as Icardi. Et puis, Telles est dans la fleur de l'âge. On sait aussi qu'il est tout à fait capable de faire partie du top 10 des meilleurs latéraux au monde. Ça ne se refuse pas, surtout pour 25 millions d'euros. Néanmoins, si au niveau sportif, recruter Telles pour 25 millions d'euros, ce serait un très bon coup, rappelons qu'il ne lui reste qu'une seule année de contrat à Porto. Racheter une année à 25 millions d'euros, surtout à un club qui est dans le besoin financièrement, eh bien, selon moi, ce ne serait pas un braquage. Allez, on passe à la défense centrale où on aura 4 centraux, plus Mukiele qui, je le rappelle, peut jouer à ce poste. J'ai confiance en la charnière Marquinhos-Kimpembe qui a montré qu'elle était tout à fait capable de gagner tout simplement. Derrière, Kehrer nous assure une profondeur numérique dans le groupe et je suis certain que Abdou Diallo régulier, c'est très intéressant. Attention à ne pas oublier ou sous-estimer Diallo qui peut avoir son importance selon moi. Il faudra sûrement recruter et je ne vois pas le PSG lâcher une somme folle sur un central. Personnellement, je miserais sur Alessio Romagnoli qui peut quitter Milan pour moins de 40 millions d'euros, mais c'est compliqué. Il est capitaine de son club de cœur et difficile de le convaincre. Mais nous sommes le PSG. Jouer la Ligue des Champions est une certitude chez nous, la gagner un objectif. Milan a des soucis financiers, je ne vous fais pas de dessin, et au niveau du profil, je trouve que Romagnoli ressemble beaucoup à Silva dans les registres de son jeu. Anticipation, propreté au duel, belle vision et technique à la relance, vif et réactif. En plus de son jeune âge, Romagnoli pour 40 millions d'euros, c'est une opportunité selon moi, et je ferai tout pour la saisir. Allez, on passe au poste de gardien où il faut trouver un numéro 2. Rico partira, et je trouve ça dommage. En effet, Sergio Rico était un très bon numéro 2, fiable, qui acceptait son rôle et qui ne parlait pas. Mais sa clause libératoire est fixée à 10 millions d'euros et le FC Séville ne semble pas accepter de la baisser. Ici, aucun nom n'a filtré dans la presse à part Pepe Reina. Il y a un mois, André Onana était annoncé, avec la fameuse info qui expliquait que le gardien camerounais acceptait un poste de numéro 2 sur une durée déterminée pour ensuite prendre la relève de Keylor Navas. Cette info n'a pas été confirmée, et je n'y crois pas beaucoup, mais ce serait vraiment l'idéal pour aujourd'hui et pour demain. Même s'il faut sortir 30 millions d'euros, je les sors, mais comme ce n'est pas réaliste, je vais vous présenter une alternative. S'il n'avait pas prolongé à Brest, Gauthier Larsonneur aurait fait un très bon numéro 2, et on aurait mis en valeur la Ligue 1. Mais il a prolongé, donc il faut chercher ailleurs. Pour moi, à ce poste et pour ce statut, l'âge n'a pas d'importance. Il a 37 ans, mais en tant que remplaçant, Pepe Reina comblerait nos besoins, surtout qu'il pourrait arriver gratuitement. Donc Pepe Reina me suffirait amplement. Néanmoins, imaginez Bouka ou Innocent numéro 2, j'y crois pas beaucoup. On ne peut pas vraiment juger leur niveau en pro pour envisager un statut au sein du groupe. L'un doit partir en prêt, l'autre doit jouer avec les U19. Allez, on passe au milieu, et ici mon choix dépend du système. Ceux qui me suivent sur Insta connaissent ma préférence. Pour les autres, je vous laisse attendre ma vidéo 11 idéal. Pour le 4-4-2 actuel, je fonce sur Thomas Partey, qui a tous les attributs recherchés pour renforcer ce système. Rigueur tactique impressionnante grâce à Diego Simeone, couverture dur sur l'homme, très bon au duel et dans l'occupation de l'espace, sans oublier un peu de créativité par des passes entre les lignes ou par des relances très intéressantes. Thomas Partey est clairement le profil idéal pour renforcer le 4-4-2
4-4-2. En plus de cela, il est jeune et a une grosse expérience au niveau européen. Tout ça pour une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, je fonce. Il serait le complément parfait de Verratti. En revanche, si Paris décide de revenir au 4-3-3, un système que Partey ne connaît pas, il faut trouver une pointe basse capable de couvrir toute la largeur devant la défense. Il est vrai que des meneurs de jeu reculés comme Pjanic et Bennacer sont très intéressants, mais je préfère quelqu'un de moins technique et plus costaud. Et ici, je pense à Wilfred Ndidi. En effet, dans le 4-1-4-1 de Leicester, il est seul devant la défense et il excelle. Très bon dans l'anticipation, agressif et toujours présent lorsqu'il faut aller au duel, Ndidi n'est peut-être pas un grand créateur, mais il apporterait selon moi l'équilibre nécessaire au PSG dans un 4-3-3. Et puis, les créateurs, c'est bon, on a notre dose, avec Di Maria, Verratti, Paredes et bien évidemment Neymar. Donc personnellement, si Paris revient en 4-3-3, je mise 45 millions d'euros sur Wilfred Ndidi, qui n'a que 23 ans et qui excelle déjà dans le championnat le plus intense du monde. Donc pour le 4-4-2, Thomas Partey, en cas de retour au 4-3-3, Ndidi. Et si vous voulez des analyses beaucoup plus poussées, je rappelle que vous trouverez sur ma chaîne une vidéo sur chaque joueur que j'ai cité jusqu'ici. Je ne veux pas me répéter et m'éterniser sur des sujets tactique que j'ai assez développé dans d'autres vidéos. Et enfin, on passe au buteur remplaçant de Icardi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si Cavani accepte ce rôle et baisser son salaire, je le prolonge et c'est réglé. Malheureusement, il part. Kalimuendo doit entrer dans la rotation, mais le rôle de Choupo lui conviendra parfaitement pour la saison prochaine. L'imaginer numéro 2, c'est-à-dire titulaire en Ligue des Champions si Icardi est absent, ça n'est pas très objectif selon moi. Donc, comme Cavani part, il faut trouver un numéro 2 pour suppléer Icardi. Et bien, personnellement, je miserais sur un retour d'un ancien de la maison, Kevin Gamero ou Néné, mais à 38 ans, j'ai quelques réserves. Donc je vais rester sur Kevin Gamero, qui à 33 ans coûterait moins de 10 millions d'euros et offrirait des garanties derrière Icardi. Bien évidemment, je suis certain que si le PSG lui propose de revenir, Gamero acceptera, et pour 6 à 8 millions d'euros, financièrement, on est tranquille. L'avenir est déjà assuré avec Icardi qui a 27 ans. L'âge de son remplaçant ne changera pas grand-chose dans le sens où la hiérarchie est très claire, et ce pour plusieurs années. Maintenant, j'aimerais terminer la vidéo avec une petite suggestion, sûrement une prise de risque vis-à-vis de ses nombreux détracteurs en France, mais selon moi, Olivier Giroud en numéro 2, ça ferait aussi nos affaires. Français, capable de jouer en pivot et aspirer ses défenseurs pour créer de l'espace favorable à Mbappé par exemple, danger dans la surface et un bon point d'appui à la construction, qu'on le veuille ou non, Giroud a son impact et peut se montrer très intéressant dans le jeu produit par une équipe. Mais forcément, comme on a l'image d'un attaquant qui marque 0 but sur une compétition regardée en majorité par des gens qui ne regardent pas le foot en général, on s'arrête là et on ne va pas chercher plus loin. Je ne veux pas dénigrer les amoureux de la Coupe du Monde, bien sûr c'est un avantage et ça rassemble. Cette mixité est incroyable, mais le problème c'est que les gens qui s'intéressent et regardent du foot que lors de la Coupe du Monde, s'ils voient que Giroud n'a pas marqué un seul but, ils ne vont pas aller plus loin et leur avis se basera là-dessus. Et pour moi, c'est une réalité. Bien sûr, la Coupe du Monde rassemble les passionnés et les connaisseurs, mais ce qui fait son charme, c'est qu'au-delà des passionnés et des connaisseurs, elle rassemble tout un pays. Et en France, la réalité, c'est que la culture foot n'est pas très développée et les avis sont très tranchés. Pourtant, son apport est assez intéressant à analyser et au PSG, il pourrait faire l'affaire dans un rôle qu'il pourrait accepter. Même s'il a prolongé à Chelsea récemment, l'arrivée de Timo Werner va encore plus l'écarter du terrain. Et à 1 an de l'Euro, revenir en France dans le club le plus rayonnant du pays pour jouer une vingtaine de matchs, ça pourrait aider Giroud vis-à-vis des choix que Didier Deschamps devra faire en 2021. Donc, je termine cette vidéo avec Giroud, qui est un choix fort, qui va sûrement diviser, mais que je trouve assez crédible en tout point de vue. Un petit mot sur Tourelle, qui restera, c'est certain. Je fais partie de ceux qui souhaitaient son départ, mais tant pis. Espérons passer un cap avant la fin de son contrat, qu'il ne prolongera sûrement pas. Voilà, environ 140 millions d'euros dépensés pour mon mercato parfait du PSG. Mukiele à droite, Telles à gauche, Reina pour suppléer Navas, Romagnoli pour remplacer Silva et Kouassi, Ndidi pour un 4-3-3 et Partey pour le 4-4-2, et enfin, retour de Gamero ou Olivier Giroud pour suppléer Icardi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, vous trouverez toutes les dernières infos concernant le PSG et vous pouvez tenter de gagner un maillot dédicacé par Aouchiche. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!